Grand angle environnemental. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Grand angle environnemental. Vous avez raison de nous suivre parce que vous savez très bien que votre question liée à l'environnement est abordée sans état d'âme dans cette émission. Parce que vous savez bien de quoi parlons-nous dans cette émission. Et vous vous retrouvez à chaque fois que nous abordons toutes ces questions. Aujourd'hui, principalement, nous allons aborder la question de la criminalité phonique. Pour en parler, nous recevons pour vous Maître Fiston Mwangé, qui est juriste et qui travaille dans ces domaines. Et il nous donnera plus d'informations et surtout plus de précisions sur des questions que vous vous posez ou que vous nous posez, que nous ne savons pas répondre parce que ce n'est pas notre domaine. Et bien sûr, les spécialistes à l'amateur vont parler et vont vous préciser de quoi s'agit-il. Et avec lui, cette question sera abordée, comme nous venons de le dire, sans état d'âme. Maître Fiston, salut et bienvenue dans notre émission. Salut Monsieur Serge et merci beaucoup. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir dans notre émission une première fois, mais ce n'est pas une dernière. J'espère que nos téléspectateurs et auditeurs seront bien servis par rapport à cette question. Criminalité phonique, c'est une matière que vous traitez. Et je dirais même que c'est un océan où vous lavez chaque jour. Exactement. La première des choses serait d'abord de vous remercier. Je vous en prie. De vous avoir intéressé à nous pour parler de ce sujet qui est aussi très capital, lequel nous essayons de vulgariser et de sensibiliser du jour au jour, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du quatrième grand crime commis à travers le monde. Quatrième. Et qui talonne normalement la criminalité liée au trafic de drogue, la criminalité liée au trafic des humains, criminalité liée aux armes. Et en quatrième position, nous retrouvons la criminalité phonique. Très bien, une très grande révélation d'ailleurs parce que quand les gens, vous voyez, travailler dans l'angle de la criminalité phonique, la première question qui se pose, vous avez fait toutes ces études pour aller défendre les animaux. Oui, vous savez, le monde change. Nous qui avons fait la science auxiliaire, nous allons dans le sens du changement du monde. Vous savez, même dans tout ce qui préoccupe la législation aussi, si aujourd'hui on tenait à vivre selon la législation éditée depuis l'indépendance, on serait dans le Moyen-Âge. Donc on allait reculer. Exactement. Non, on allait stagner dans le Moyen-Âge. Et parce que l'ambition est de progresser, c'est comme on l'a dit, les ODD, nous visons les objectifs de développement, donc c'est-à-dire la vie change, le monde change, les textes changent, ainsi que d'autres choses aussi changent. Voilà. Si nous avons fait les études de droit, c'est premièrement pour défendre. Nous, je dirais nous, avec objectif de devenir avocat tel que nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour défendre la société. Et voilà que les espèces de faune sauvage font partie de la société. Voilà. Et pourquoi laisser cette catégorie rester marginalisé et rester sans fixer beaucoup de regards et tirer d'accent sur cette catégorie d'écosystèmes qui participent à la survie de l'homme. Voilà. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on s'est préoccupé à la protection de la faune sauvage, parce que derrière, il y a la vie humaine qui est aussi sauvée. Très bien, c'est une très bonne présentation par rapport à votre motivation. Alors si on comprend bien, vous s'acquittez l'angle des droits humains, c'est maintenant l'angle des droits de l'environnement. Exactement, parce que la vie c'est un cycle. Et puis tout revient autour de l'homme. Voilà. Parce que quand on ne protège pas la biodiversité, c'est l'homme qui est handicapé. Aujourd'hui, on est en train de passer une émission en plein air, mais nous sentons quand même quelques coups de la chaleur. Voilà. C'est lié au réchauffement climatique. C'est ça. Et qui est la victime, c'est l'homme. Et si on ne protège pas la biodiversité, si on ne sensibilise pas, par exemple, sur les questions liées au réchauffement climatique, c'est l'humain qui va subir. Et aujourd'hui, on saura prouver, si on ne protège pas la faune sauvage, comment est-ce que la vie humaine
et aussi impacté. Voilà, alors dans tout ce que vous venez de présenter comme fait et tout ce que nous voulons savoir, est-ce que avez-vous des soubassements juridiques qui vous permettent à ce que vous puissiez défendre ces espèces de la faune, même de la flore, parce que vous ne défendez pas seulement dans la criminalité, vous touchez des fois aussi les espèces végétales. Ce qui vous motive, ce qui vous donne du poids à vous présenter même devant des juridictions pour défendre ces espèces. Quand nous parlons des soubassements ou des bases légales, un praticien de droit, quand il parle sans pour autant évoquer une loi, à la base, c'est comme s'il parlait d'une question sociologique. C'est ça. Alors parce que nous sommes dans la question juridique, je dirais exactement qu'il y a des lois qui protègent la conservation de la nature. Même quand nous parlons de la criminalité faunique, c'est une partie dans la conservation de la nature. Parce que vous venez tantôt d'évoquer la partie floristique aussi. Donc c'est la partie faunique et la partie floristique qui constituent la conservation de la nature. Et je reviens même historiquement pour ceux qui pensent que c'est une nouvelle matière, je dirais que c'est déjà une ancienne matière traitée depuis même avant l'indépendance. Parce qu'avec la création déjà du premier parc africain, le parc Albert, aujourd'hui le parc Virunga, c'est déjà les pas de la conservation de la nature. Et en 1969, on avait une ordonnance loi qui traitait la conservation de la nature. Mais vu qu'il y a eu évolution du monde, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et cette loi-là restait stagnée et elle favorisait plutôt maintenant la criminalité faunique. Voilà que depuis le 11 février 2014, il y a eu promulgation d'une nouvelle loi, la loi numéro 14/003 relative à la conservation de la nature, que nous traitons comme la loi mère pour traiter des questions de la conservation de la nature, dont la criminalité faunique et aussi, a connu aussi un accent dans cette loi-là avec des infractions bien détaillées pour poursuivre les actes contre la conservation de la nature. Donc votre soubassement est autour de la loi 14 liée à la conservation de la nature. Exactement. Et puis secondé aussi par la loi numéro 82 qui traite le matière liée à la réglementation de la chasse. La loi 82, donc la loi liée à la chasse. Exactement. Donc vous avez quand même des anciennes lois qui existaient et d'autres lois qui venaient presque de manière récente compléter la matière. Est-ce que dans l'exercice de votre profession en tant que défenseur de la faune et la flore sauvage, bien sûr, mais beaucoup plus la faune, est-ce que avez-vous des difficultés à concilier les textes que nous avons et les conventions qui existent, les conventions internationales? Non, pas du tout, parce que déjà, tout instrument juridique international prime sur les instruments juridiques nationaux. Donc, quand la RDC choisit de ratifier et de signer une convention ou un traité international, c'est l'instrument juridique international qui prend l'ascendance. Mais quand les lois sont édictées, on fait toujours référence aux instruments juridiques internationaux dans les domaines pour qu'il n'y ait pas contradiction. Voilà. Donc il n'y a pas de difficulté à gérer ou à mixer les deux instruments sur le plan de la pratique. Très bien. Donc ça veut dire que les lois que nous avons ici ne posent pas problème par rapport à leur exercice? Non, ça ne pose pas problème. Je donnerai l'exemple pour la convention sur la CITES. Ouais. Et ça va de pair avec ce que nous luttons contre les trafics illicites des espèces sauvages. Très bien. À chaque fois que la CITES vote une espèce quelconque dans une annexe quelconque, ça va relativement avec ce qui est prescrit par nos lois nationales. Alors, que faites-vous sur le terrain concrètement? Dit, on défend. Est-ce que vous vous réveillez d'un bon matin en train de chercher qu'il y a une espèce animale, vous la portez au tribunal, vous passez par la sensibilisation, vous attrapez les animaux que vous avez ramenés dans le parc? Sur le terrain, que faites-vous? Voilà. Je pense que nous sommes allés à 100 en l'air, sans pour autant passer à dire réellement ce que nous faisons sur le terrain. Et tout chemin mène à Rome. C'est ça. Je suis des AWF. AWF, c'est une ONG internationale
qui travaillent dans le secteur de l'environnement et plus principalement de la conservation de la nature. AWF, c'est African Wildlife Foundation en anglais, et en français, c'est la Fondation africaine pour la vie sauvage. Et alors, qu'est-ce que nous faisons sur le terrain? Nous implémentons des projets sur le terrain, et pour le compte de la criminalité phonique, nous venons de développer un projet qui est en train d'étendre à sa fin. C'est lui de former des praticiens de droit sur l'amélioration des poursuites dans les cas de criminalité phonique. Les praticiens de droit. Les praticiens de droit. C'est là, ce sont qui passent. Je cite les magistrats, les juges, les OPJ et les OPJ. Oui, les OPJ en premier lieu parce que les OPJ sont les vrais témoins de la procédure judiciaire devant les instances judiciaires. Parce que l'acte du PV, du procès-verbaux établi par les OPJ, commence par eux, mais finissent jusqu'à la dernière instance de la juridiction, de la dernière juridiction touchée pour trouver gain de cause en cas d'un conflit. Donc c'est pourquoi les OPJ étaient notre première cible de bénéficier de cette formation qui est, la plupart ignorent d'abord l'existence de la loi liée à de la loi numéro 14 qui traite la matière qui poursuivent les criminels en matière phonique. On était d'abord dans l'exercice de les sensibiliser ainsi que de vulgariser la loi et puis les former sur des questions d'utilisation des différents types de procès-verbaux. Voilà. Et nous avons ramené cette matière auprès des magistrats ainsi que des juges pour les sensibiliser afin de savoir comment intégrer cette matière dans leur exercice de poursuite des criminels. Et sur terrain, votre champ d'action, c'est situé dans quel contrée? C'est toute la République? Vous choisissez une ville? Vous choisissez un tribunal? Vous choisissez le parquet? Bon, qu'est-ce que vous choisissez pour exercer cette mission facilement? Oui, le projet pilote s'est tenu d'abord a commencé par se tenir sur 2 sites, notamment la province de Kinshasa ainsi que la province de la Chopo. Et nous avons eu à étendre nos activités sur la province de l'Ituri ainsi que la province de Bazouélé, dans lesquelles nous avons eu à former plus de 70 magistrats et plus d'une cinquantaine des OPJ venant des aires protégées et ainsi que des OPJ à compétence générale. Parce qu'il faut se dire que ces crimes commis contre les espèces de faune sauvage sont catégorisés de in situ et ex situ. Ils sont commis dans les aires protégées. Là, il s'agit là du braconnage et d'autres actes commis dans les aires protégées. Ce sont les infractions commises in situ et ex situ. C'est tout ce que nous trouvons dans nos différentes villes urbaines. L'intérêt que vous tirez de tout ça, parce que quand vous regardez, vous défendez les animaux. D'abord, quand vous défendez des animaux, il y a aussi des procès. Exactement, parce que des sanctions sont très lourdes. Et il y a d'autres infractions qui sont punissables jusqu'à 10 ans de servitude pénale, allant jusqu'à plus de 100 millions de francs congolais. Et donc, je pense que déjà, si quelqu'un est sanctionné à 5 ans, c'est déjà lourd. 5 ans. C'est déjà lourd. 5 ans. Dans les cas, par exemple, c'est pour avoir fait quoi? Avoir battu un animal? C'est en cas de trafic international des espèces de faune sauvage. Et cette infraction ne peut pas vous coûter, mais cette infraction coûte une pénalité de 10 ans, de 5 à 10 ans de servitude pénale. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait qui ont déjà subi cette rigueur de la loi, qui ont fait 5 ans? Exactement. C'est les combats que nous menons sur le terrain, parce que beaucoup de magistrats pensent que, par ignorance, je ne le dis pas par conscience, beaucoup de magistrats pensent que abattre un éléphant, c'est un acte, au-delà du pardon, c'est un acte normal et que quelqu'un peut abattre un éléphant et puis rester calmement sans être inquiété. Et
il ignore les conséquences qui viennent derrière cet acte-là. Et puis, le combat, c'était de vulgariser d'abord la loi et de sensibiliser sur des conséquences aussi qui viennent derrière ces genres de criminalité. Et on en a ramassé quelques résultats, bons et mauvais, devant les cours et tribunaux aussi. Vous savez, je vous ai posé cette question parce que j'ai assisté à un procès sur la criminalité phonique. C'était encore au centre pénitentiaire de Makala. Exactement. Et les juges, celui-là, c'est un juge qui disait comme ça. Vous avez porté plainte à une personne pour les animaux. Il dit, vous voulez que les gens fassent une prison pour les animaux. Cette parole, je crois que vous l'avez déjà aussi entendue à chaque fois que vous défendez la cause de la criminalité et si liée à la criminalité phonique. Quand vous entendez cette expression, ça vous fait quoi, vous, en tant que quelqu'un qui veut sauver une catégorie de vie d'espèces sur la planète? On est choqué que ça vienne d'un praticien de droit avec loi à la main. Ouais. Mais si ça vient de la communauté ou d'autres personnes, on se rend compte qu'ils sont ignorants, mais il faut les sensibiliser. Mais quand c'est un praticien de droit, vulgarisé, avec loi à la main, on est tellement choqué. Ouais. Vous savez, je vais aller dans un exemple pour montrer les impacts ou soit des conséquences de la criminalité phonique. Peut-être nous qui vivons dans la partie ouest de la République, nous ne les sentons pas. Ouais. Mais pour nos compatriotes qui vivent dans la partie est de la République peuvent en témoigner. Beaucoup de gens, aujourd'hui, tout à l'heure là, je venais de catégoriser, je venais de vous donner la 4e position, la 4e position où occupe la criminalité phonique sur le plan mondial. Ouais. Et cette criminalité est liée à alimenter ou même à renforcer les groupes négatifs qui sont en train d'alimenter l'insécurité dans l'Est de la République. Aujourd'hui, je donnerai l'exemple. Selon nos enquêtes, dans un marché noir, parce qu'il n'est pas un marché officiel, 1 kilo d'ivoire coûte déjà aux environs de 500-600 $. Dans un marché noir. Exactement. 1 kilo d'ivoire. Et imaginez-vous qu'un groupe détient plus de 1 tonne. Parce que dans des saisies qui se font partout au monde, c'est pas moins des tonnes. C'est ça. Et un groupe qui détient 1 tonne, calculez les 500 $ multipliés par 1 tonne, combien ça donnera et combien est-ce que ça contribue maintenant à l'insécurité. Voilà. Parce que les groupes négatifs plutôt, vivent dans les aires protégées. Ouais. Dans le Virunga, tantôt même au côté de Biliouéré. Et à côté de Biliouéré, oui, dans la réserve de Okapi, même au Garamba. Surtout à Nitouri, autour de la réserve de Okapi. Exactement. Et à chaque fois qu'ils commettent leurs actes de criminalité phonique, quand ils trouvent à épuiser leurs marchandises, ils viennent renforcer leur position. Et voilà comment est-ce que nos frères et sœurs périssent parce que les groupes négatifs sont omniprésents dans ces coins-là, renforcés par l'argent qui vient de la criminalité phonique. Et si maintenant, une telle personne était touchée dans sa famille et en connaissance de cause que le fruit de la criminalité phonique a alimenté l'insécurité dans un coin de la République et que sa famille a connu ce genre de violences, est-ce que cette personne-là reprendra encore... Il changera le langage. Exactement. Raison pour laquelle je disais que la lutte contre la criminalité phonique a pour un intérêt aussi de lutter contre l'insécurité dans notre pays et aussi de protéger aussi la conservation de la nature parce qu'aujourd'hui, je peux encore le souligner que la RDC ne reçoit plus de finances produites par nos parcs. Parce que jadis, le parc de Garamba, le parc la réserve à Okapi, le parc de Virunga connaissaient beaucoup plus de touristes qui venaient visiter nos espèces de faune sauvage et qui ramenaient beaucoup de capitaux ainsi que beaucoup de travail à nos frères et sœurs qui habitent les contrées. Et alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tout simplement parce que l'insécurité a pris son siège dans nos aires protégées. Et si on ne combat pas la criminalité phonique, parce que c'est l'échelle, c'est tout un réseau.
il y a les braconniers qui abattent les espèces dans leurs protégés et il y a les intermédiaires et les porteurs qui ramènent ces colis, les objets en dehors des aires protégées. Et puis il y a des commerçants qui les vendent. Viennent acheter. Exactement. Alors, et toute cette chaîne-là, si on n'arrive pas à briser cette chaîne, voilà que nos aires protégées seront transformées en champs de bataille. Encore vos analyses, Maître Fiston, on sent quand même que cette question aussi touche la sécurité au niveau national. Est-ce que, en tant que juriste, expert en la matière, vous travaillez dans le domaine, vous avez la pratique entre vos mains, ou soit vous palpez du doigt sur la réalité du terrain, parce que vous êtes tout le temps aussi sur le terrain pour se rendre compte de ce qui se passe, former des personnes. Pourriez-vous vous conseiller au niveau national que cette matière soit aussi débattue au niveau du Conseil de sécurité afin qu'on puisse aussi avoir des alternatives qui peuvent aller dans le sens de contraindre aussi cet aspect? Exactement, ce n'est pas nous qui allons le commencer parce qu'il faut être très sincère, l'honnêteté est vraiment obligée. On salue le grand travail abattu par l'ancien DG Cosma qui avait plutôt plaidé auprès du gouvernement à l'époque de se faire renforcer par les éléments des forces armées. Voilà. Et ça a été répondu favorablement en annexant les corps PPN pour essayer un peu de traquer des braconniers dans les aires protégées parce qu'il arrivait que des braconniers soient plus armés que les éco-gardes. Voilà. Je pense que c'est une matière qui a été traitée dans les conseils de sécurité. Et pour que l'armée puisse appuyer les éco-gardes l'ICSN, c'est pas une matière qui a été... C'était pas une demande qui a été faite et puis répondue directement comme ça sans être traitée dans les conseils de sécurité. Exactement, je pense qu'il faudra renforcer encore ce genre de sujets dans les conseils de sécurité pour arriver à sécuriser et la population animale et la population humaine. Alors, là, c'est beaucoup plus quand on regarde les aspects que vous avez évoqués, à l'est du pays, au centre du pays, peut-être un tout petit peu, mais beaucoup plus la partie est, et puis vous pouvez aller non, même la partie ouest peut alimenter, c'est-à-dire que ce n'est pas la partie trop influencée par l'insécurité des groupes armés. Mais la criminalité faunique qui peut se passer à l'ouest, et ces marchandises peuvent être allées vendues, peuvent être allées vider quelque part pour peut-être renforcer toujours le côté qui est beaucoup plus vité par l'insécurité. Qui vous appelez braconnier? C'est celui qui vend seulement des ivoires ou toute personne qui abat les espèces de la faune est un criminel? Voilà, braconnier, c'est celui qui abat les espèces de faune sauvage dans une aire protégée. Ouais. D'abord, parce que dans une aire protégée, il est strictement interdit de passer à une activité de chasse ou d'abattage des espèces de faune sauvage. Voilà. Il est aussi braconnier, celui qui passe par l'activité de chasse irrégulière. Pourquoi? Parce que l'activité de chasse est réglementée par la loi numéro 82. Alors, celui qui ne remplit pas toutes les conditions édictées par la loi numéro 82 et qui se donne par l'activité de chasse dans une forêt communautaire, c'est un braconnier. Mais il est aussi braconnier, toute personne qui abat les espèces intégralement protégées, même dans une forêt communautaire. Parce qu'il est censé savoir... Même en dehors d'une aire protégée. Exactement. Les espèces intégralement protégées ne sont pas à chasser, même en dehors d'une aire protégée. Donc celui qui commet l'acte de chasse, qui enfreint la loi, c'est celui-là qui est appelé braconnier. Maître Fiston, quand vous appelez déjà celui qui fait la chasse, vous savez, vous et moi, que les chasseurs, ce sont généralement des personnes qui n'ont pas été à l'école et qui, peut-être qui n'a pas de radio, qui n'a pas la télé, il habite dans un coin très reculé, il sait que c'est une activité pratiquée depuis la nuit des temps. Exactement. Alors, est-ce que ces chasseurs-là ont une information sur des espèces protégées, intégralement protégées, à moitié protégées, ou en voie de la protection, je ne sais pas quel est le concept que vous utilisez dans les droits. Est-ce que ces chasseurs-là ont cette information en premier lieu?
Exactement. C'est ce que nous pensons que ces chasseurs ne sont pas informés. C'est ce que nous pensons qu'ils habitent les lieux très reculés. Voilà. Mais aujourd'hui, nous parlons des radios communautaires. Est-ce que vous vous rendez compte comment, je donne un exemple, un acte qui se passe dans un coin très reculé, comment est-ce que cet acte-là est relayé, l'information est relayée jusqu'à Kinshasa? C'est tout simplement parce qu'il y a des moyens de communication. Aujourd'hui, même dans des villages au fin fond, même s'il n'y a pas réseau, on trouve des gens avec des téléphones Android. Voilà. Mais aujourd'hui, les réseaux, je pense qu'ils vont jusqu'au fin fond de la RDC. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont informés? Parce que chaque gouverneur prend toujours l'acte de la fermeture des chasses et l'ouverture des chasses. Les gouverneurs de province? Les gouverneurs de province. Vous avez des preuves? Oui, exactement. À moins que les autres n'en arrivent pas à les faire, mais nous avons des preuves. Ils ne se limitent pas uniquement dans des villes. Non, ils vont jusqu'au niveau des villes. Pas forcément, parce qu'à Kinshasa, on ne connaît pas cette matière de fermeture et ouverture des chasses. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a fermeture et ouverture des chasses à Kinshasa. Quand on les dit, c'est une télé qui va se suivre. C'est bien à Kinshasa et partout ailleurs. Voilà. Il faut les informer qu'à chaque fois qu'ils peuvent voir les espèces la consommation des espèces de viande, de brousse, il y a rareté, c'est en ce moment-là qu'il y a fermeture des chasses. Parce que ce moment-là permet à ce que les espèces puissent se reproduire. Et quand il y a ouverture des chasses, c'est quand nous voyons même à Kinshasa abondance de la viande de brousse. Et la communauté est informée. La communauté est informée parce qu'il y a des radios communautaires. Il y a des messages même qui passent par correspondance écrite du gouvernorat communiquer vers des secteurs, des secteurs de chefferies et de villages. Qui fait ces correspondances? C'est vous, les organisations? Non, ce sont des gouverneurs. Ce sont des gouverneurs et puis relayés auprès des autorités administratives et puis coutumiers. Par curiosité, avez-vous déjà des informations que Kinshasa aussi ouvre la chasse et puis ferme la période de la chasse? Par curiosité. Par curiosité, je n'ai jamais entendu. Alors que Kinshasa a des forêts. Kinshasa a des brousses, a des espèces aussi où les gens font la chasse. Non, c'était à travers cette émission, nous savons que les autorités de Kinshasa vont nous suivre et sont directement sensibilisés. Et le message les touche directement pour savoir que l'activité de chasse est réglementée par la loi numéro 82. Et donc, il faut vraiment y tenir parce qu'il y a des services de l'environnement de la ville de Kinshasa qui sont censés aller appliquer la loi sur terrain en faisant appliquer la fermeture réelle de la chasse ainsi que l'ouverture au moment où les délais arrivent à son terme. Donc, ce qui veut dire que la matière est encore au niveau de la sensibilisation. Donc vous vous battez à ce niveau où nous sommes pour sensibiliser toute catégorie de personnes, sensibiliser toutes les personnes qui sont intéressées, qui sont impliquées dans cette matière. Mais Maître Fiston... Oui, non, il y avait un point à souligner. Ouais. Aujourd'hui, nous ne sommes plus forcément sur la sensibilisation. Aujourd'hui, il faut dire que nous sommes au moment de l'application de la loi. Donc maintenant, ce n'est plus la sensibilisation. Oui, la loi a été promulguée depuis 2014. Et cette loi-là a pris 6 mois pour sa sensibilisation. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années déjà en 2020. Et donc, nous ne sommes plus à l'époque de la sensibilisation. Certes, nous pouvons sensibiliser à travers ces différentes émissions, mais nous sommes maintenant pleinement dans une période de l'application de la loi. Alors, Maître Fiston, je vais vous amener, pendant que nous sommes en train de parler là, à Bichingobila. Donc, je vous amène à Beach, ou dans les différents... Je commence par Bichingobila parce que c'est le nom le plus connu. Oui. Vous pouvez circuler toutes les parties de la ville-province de Kinshasa que nous appelons des beach. Toutes les parties que nous appelons des beach. Oui. C'est-à-dire, en allant de la grande partie de Kitambo, vous montez en passant par Gombe, Limete, Kingabwa, vous allez jusqu'à Amaluku. Donc, je vous amène dans toute cette partie. Pendant que nous sommes en train de parler avec vous, maintenant là, où nous sommes en train de parler avec vous, il y a des gens qui vendent des espèces de la faune. Il y a de la viande boucanée, comme c'est bien connu à Kinshasa. Et il y a des acheteurs qui sont même des membres du gouvernement et même des membres des ONG
cette catégorie de personnes, d'abord, quelle est leur identité? S'il faut les donner une identité ou un nom par rapport à ce que vous défendez dans la nature, ils sont qui? Bon, ces gens-là sont des trafiquants des viandes des brousses, mais tous ne sont pas sanctionnables. Pourquoi? Parce que quand ils vendent la viande des brousses autorisée à chasser, ils ne sont pas poursuivables. Ils ne peuvent être poursuivables qu'au moment où même les livreurs de ces espèces les font pendant le moment de fermeture des chasses. Et donc, nous, en tant qu'ONG internationale, nous avons certaines limites. Je pense que votre question, c'est vrai, venez, mais c'est stoppé quelque part, si je pense bien. Vous pouvez me compléter, ça pour aller jusqu'au point de l'application de la loi, je pense. Nous sommes une ONG internationale. Nous avons des projets et des limites proprement dites dans son implémentation. Et notre travail, c'est focalisé sur la formation des OPJ qui sont censés rechercher les infractions. Là où vous avez cité des différents sites où se vendent les espèces de viande de brousse, où forcément nous trouverons les espèces de faune sauvages protégées, telles que des bonobos, telles que des chimpanzés à face claire. Ce sont des espèces intégralement protégées. Même des pangolins, il faut même des pangolins, même la viande de l'éléphant aussi, même des locapis. Même des civettes, surtout. Exactement. Toutes ces espèces. Ils sont censés aller rechercher les infractions dans ces différents sites. Nous avons fait notre travail de les former, de les apprendre comment appliquer cette loi-là sur le terrain. Nous avons renforcé la capacité des différents groupes de magistrats, donc disons les magistrats, les procureurs ainsi que les juges, sur la question liée à la criminalité faunique afin qu'ils appliquent la loi comme il se doit. Et donc, nous avons maintenant le devoir aussi d'observer et de faire quelques recommandations quant à ça. Donc, votre travail s'occupe... vous avez des limites quand on comprend l'application. On n'a pas la mission policière. Voilà, l'application, c'est l'État congolais. Exactement. Est-ce que vous, en tant qu'ONG, vous pouvez aussi vous constituer en plaignant lorsque vous constatez une infraction dans la criminalité faunique? Exactement, ça sera pour sauver la société. Et il y a même une exception, c'est prévu même dans la loi, les non-assistants des personnes en danger. Donc, nous sommes une personne morale. Donc, nous sommes censés aussi assister certaines personnes en danger. Et si nous voyons qu'il y a une catégorie de la société congolaise qui est en danger et liée dans la question de la criminalité faunique, et pourquoi pas c'est constituer partie civile, pourquoi pas porter plainte pour essayer un peu de faire revenir la raison dans la société. Maître Fiston Mwange, je vous poserai une question sur les difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Parce que je sais que ce n'est pas une mission noble. Et une mission noble, mais pas une mission qui est facile. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de la protection de la faune sur le terrain? Voilà. Ici, je suis en train de parler sous couverture comme étant staff au sein des AWF, mais en même temps comme staff au sein des AWF, mais je me mets maintenant dans la peau d'un citoyen congolais. Quels sont parce que c'est un citoyen congolais qui milite pour un combat d'éradiquer ou de réduire la pression sur la biodiversité. C'est ça. Alors, c'est un souci pour dire que les difficultés que nous connaissons, c'est de voir qu'il y a des gens qui se rendent compte que nous sommes en train de favoriser la criminalité faunique qui a un impact négatif sur nos concitoyens, mais ils sont en train de les cautionner. La plus grande difficulté que je peux soulever, c'est de voir le non-application de la loi par les magistrats qui connaissent cette loi, mais refuser de l'appliquer pour leur propre intérêt.
alors qu'ils oublient que les impacts ou les conséquences qui sont liées à ce genre de criminalité retombent que sur nos concitoyens. Je donnerai un exemple aujourd'hui. Vous allez chercher même sur Internet, vous allez voir qu'il n'y a pas longtemps qu'un mois passé ou un mois et demi, il y a un couple qui a été arrêté au Nord Kivu avec 60 kilos d'ivoire. Et pendant l'enquête, ça a été révélé que ces couples-là est en lien avec les groupes négatifs des FDLR. Est-ce que vous imaginez combien que ces couples-là ont contribué aux pertes de vie de nos concitoyens? Et imaginez que ces couples-là retrouver la liberté et ne pas être sanctionnés par la loi, par le trichement d'un magistrat. Voilà. Et combien est-ce que notre travail sera réduit à rien. Et voilà comment est-ce que je suis en train d'exprimer les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Alors, avez-vous des mécanismes de suivi par rapport à tout ce que vous faites? Parce que, bien sûr, vous formez des magistrats, vous formez les praticiens de la loi, pour résumer dans tout ça. Lorsque vous le formez sur la matière et puis sur de quelle manière ils doivent s'orienter, certes, c'est une très bonne chose parce que nous avons rencontré beaucoup de magistrats qui ignorent encore surtout toutes ces lois et même certains politiciens qui ne connaissent pas encore des lois sur la conservation de la nature, la loi relative à la protection de l'environnement, ainsi de suite. Mais est-ce que vous mettez au moins des mesures, des mécanismes de suivi pour savoir si réellement les personnes que vous avez formées parviennent à exercer cela sans beaucoup de peine? Exactement, nous avons une activité au sein du projet, nous avons une activité qu'on appelle les court monitoring, donc le suivi des cas devant les cours et tribunaux. Ouais. Et je dirais que dans ce projet, je ne suis pas le seul, c'est avec mon collègue Maître Joe Kassongo, qui est même le métronome de ces projets, et qui est à la tête aussi d'un autre projet qui sera bientôt là en application. C'est toujours le projet lié du combat contre la criminalité phonique. Donc, à travers ce projet, nous suivons devant les cours et tribunaux les différents cas. Donc, les différents cas liés à la criminalité phonique, nous les suivons devant les cours et tribunaux en partenariat avec le magistrat qui ont été formés et même le magistrat qui n'ont pas reçu de formation, mais très vite nous les sensibilisons et puis nous vulgarisons aussi la loi pour suivre la procédure jusqu'à sa fin. Et à travers cette activité, nous ramassons pas mal de résultats et il faut encourager d'autres juridictions qui ont déjà rendu beaucoup de jugements dans cette matière. Et ce n'est pas encore un pourcentage très élevé tel que nous l'attendons, mais avec le temps, nous sommes trop sûrs d'atteindre un pourcentage vraiment très élevé. Est-ce que vous rencontrez aussi des menaces dans ce que vous faites? Parce que quand vous venez exercer cette activité, c'est le marché des millions de dollars que vous venez casser à certaines catégories de personnes. Il vous arrive aussi d'avoir des menaces? Oui, exactement. Et dans le réseau des mafias, c'est la vie ou la mort. Et quand vous arrivez à empêcher certaines personnes à bénéficier de leurs intérêts qu'eux estiment intérêts, et c'est tout à fait normal que des menaces vous arrivent. Maître Fiston Mwange, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Droit à la caméra, vous lancez un message à toute catégorie de personnes, surtout la République démocratique du Congo, qui vous ont suivi, ou peut-être quelqu'un qui veut vous trouver juste à la fin de l'émission, mais veut retenir quelque chose sur la criminalité phonique. Ok. Le message ne sera pas très long et il restera un message de sensibilisation parce qu'on est en train de parler de l'affaire de la biodiversité en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une affaire de AWF seulement parce que AWF est une organisation internationale. Aujourd'hui ou demain, elle peut fermer ses portes et partir, mais c'est plutôt l'affaire des Congolais. Parce que quand l'État congolais a pris ce courage ou cette décision de créer les aires protégées et de conserver la nature, c'était pour l'avantage de la population. Donc, protéger la biodiversité, bien conserver la biodiversité congolaise
et pour l'intérêt général. Donc ensemble, essayons de capitaliser ce que nous connaissons sur la lutte contre la criminalité phonique, ou soit la lutte contre tout acte qui va vers la dégradation de la biodiversité, de lutter contre ces actes-là, ainsi que de rendre notre pays meilleur. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, tant que nous conservons bien la forêt, ça a maintenant des intérêts liés au crédit carbone. Et tant que nous conservons bien nos espèces de faune sauvage, ça a un grand intérêt lié au tourisme. Et donc, nous avons bien intérêt d'en protéger parce que quand nous exterminons nos différentes races, les espèces de faune sauvage, nous ne connaîtrons plus le tourisme que connaît aujourd'hui le Kenya, la Tanzanie ou même le Rwanda, qui n'arrivent même pas au genou de la RDC en termes de tourisme. Voilà le message que j'ai pouvais propager auprès de nos compatriotes congolais. Maître Fiston Mwange, je rappelle que vous êtes juriste. L'émission Grand Angle Environnemental de la radio-télévision Environnement Conservation de la Nature vous dit merci. C'est à moi de vous remercier qui m'avez donné cette opportunité de mettre quelques idées dans les têtes des Congolais. Merci beaucoup, maître. Vous avez compris que c'est la fin de notre émission Grand Angle Environnemental parce que nous avions voulu parler en long et en large sur la question de la criminalité phonique. Mais retenez bien, ce n'est qu'une petite partie de notre démarche parce que nous voulons aller encore plus loin, cherchant au plus profond pour découvrir la vérité parce qu'il y a encore d'autres matières qui sont restées en suspense. Peut-être prochainement, comme Maître Fiston l'a annoncé, nous aurons Maître Djoka Songo qui va nous parler des trafics internationaux de ces espèces et aussi de l'apport des lois que nous avons, pourquoi pas la contradiction entre les arrêtés ministériels portant dans cet aspect la faune. Nous saurons encore et vous allez encore découvrir et vous allez aimer. Si vous allez aimer, et si vous venez d'aimer plutôt l'émission, dites merci à Gino Selemani, à Rodrigue Bonda et toute l'équipe technique de la radio-télévision Environnement Conservation de la Nature qui vous accompagne dans ceci. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. Au revoir. Grand Angle Environnemental.